Mon Dieu, c'est formidable. C'est extraordinaire de voir des gens qui veulent entendre parler des États. C'est fantastique. Je ne sais pas vraiment trop bien comment nous allons conduire cette nuit. Nous finirons peut-être après 3 ou 4, mais je pense que le maximum, ce sera 4. Nous avons l'intention de faire avec vous 1 heure, 1h05, 1h10, arrêter, il va y avoir du café, puis reprendre une autre heure, un arrêt, une autre heure, un arrêt. Et puis ça va dépendre de vous autres. Si vous avez des belles faces bien réveillées, on continuera bien tard. Si vous avez toute l'air endormi, vous pourrez peut-être aller mettre vos pyjamas et vos jaquettes. On finira en chaussons. Puis si vous êtes trop fatigué, vous resterez dans vos chambres. Quand je vais voir que je suis tout seul, je m'en allerai chez nous. On peut toujours pas faire mieux que ça, hein? Alors je trouve que pour le début, bien sûr, ça va bien, puis il a l'air d'avoir pas mal d'enthousiasme. Vous comprenez la difficulté qu'il y a de faire un tel panel. C'est un défi, pour la bonne raison qu'il y a dans cette salle des gens qui arrivent au mouvement, d'autres qui ont plusieurs années de cheminement. Pour ces derniers, ils attendent certaines valeurs. Les plus nouveaux attendent peut-être autre chose. Alors il va falloir essayer de respecter tout le monde, d'aimer tout le monde, puis d'accueillir. Et je pense que ça devrait bien aller. Si vous voulez, pour débuter, nous allons nous intérioriser, c'est-à-dire faire un peu de calme en soi. Et tant qu'à passer une nuit ici, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour se distraire, c'est pour essayer d'accueillir quelque chose au niveau très profond. Parce que si nous allons parler des États, il est certain que nous allons parler de Dieu. Alors ici, on vient chercher quelque chose d'assez spécial. Et ça va être un entretien de vie spirituelle. Alors ça ne peut pas se faire dans le bruit, dans le vacarme, et on s'intériorise. C'est bien certain que celui qui arrive aux alcooliques anonymes, il s'attend à trouver d'abord de la compréhension. Vous allez en trouver des gens qui ont vécu le même problème que vous, et surtout des gens qui s'en sont sortis, et des gens aussi qui sont heureux d'être sobres, qui n'ont pas soif, et qui sont bien dans leur peau. Et je pense que pour vous, si vous arrivez au Havre cette semaine, c'est déjà suffisant pour vous de rencontrer ces valeurs humaines. Il y a dans Havre des valeurs. Et les premières valeurs que nous devons rencontrer sont des valeurs humaines. L'amitié, la compréhension. Un peu plus tard, on arrive à vouloir s'intégrer davantage dans le mouvement. Et ce besoin peut-être de vouloir cheminer dans les étapes qui apparaît. Et se posera immédiatement la question de Dieu. Et ce n'est pas facile, la question de Dieu. Il y a l'éducation religieuse que vous avez reçue, qui peut vous avoir marqué, et que pour vous, Dieu n'ait aucun goût. C'est pas grave, ça a été mon cheminement à moi, ça. Alors, essayez de garder un esprit ouvert. Nous allons, je veux essayer de vous présenter ça le plus simplement possible. Mais comprenez bien une chose que je veux qu'il soit comprise tout de suite. Si je ne veux rien dire pour ne pas me compromettre, c'est très facile. Je n'ai qu'à vous dire que la première étape, c'est d'admettre que nous sommes impuissants, puis que la deuxième, c'est d'en venir à croire, puis que la troisième, c'est de confier sa vie à Dieu tel qu'on le conçoit, puis la quatrième, c'est de faire l'inventaire moral, puis la cinquième, c'est d'aller se raconter à quelqu'un. J'ai rien qu'à peine de vous les lire. Vous savez, c'est écrit dans l'étape. Si on veut essayer de sortir du jus de l'étape, il va falloir que j'apporte certaines valeurs qui sont culturelles,
des valeurs qui viennent d'un pays occidental, et j'espère que ça va s'accrocher bien. De toute façon, je vous donne cette nuit, avec le meilleur de moi-même, avec tout mon cœur et toute mon expérience d'art. Il n'y a pas d'experts dans l'art. Ça n'existe pas des experts. Mais il y a des gens qui ont de l'expérience. C'est cette expérience que je veux partager avec vous, parce qu'art est un mouvement d'hommes et de femmes qui partagent leur expérience. L'expérience que je veux partager avec vous n'est pas tellement l'expérience de l'alcool. Vous devez savoir que les alcooliques boivent. Du moins, je l'espère. Puis qu'un alcoolique, là, quand ça boit, ça vient sous. Puis quand c'est sous, c'est fou de la merde. Bon. Ce que je veux partager avec vous, c'est une expérience spirituelle. Par la pratique de ces étapes, nous avons connu un réveil spirituel. Nous avons essayé de transmettre ces étapes à l'alcoolique qui souffre encore et de mettre ces principes en pratique dans tous les domaines de notre vie. Alors, c'est plutôt une expérience spirituelle que nous allons essayer de partager ensemble. Je pense que dans les groupes, on avait annoncé qu'il y aurait des questions. Bon, on verra à la fin de tout l'exposé. Vous comprenez, dans une salle comme celle-ci, si on commence les questions, vous connaissez les AA, hein? On n'est pas sorti du bois. Alors à la fin, on pourra peut-être garder. Mais d'habitude, quand j'explique quelque chose, c'est bien clair. Puis si vous posez trop de questions, on va avoir des doutes. Il faut bien rire un peu. Alors, allons-y. Nous avons vu dans nos valeurs humaines, l'amitié dans l'art. Vous allez vous faire des amis, c'est formidable. Dans les premiers temps d'art, nous autres, on se couchait pas. On faisait de l'after meeting jusqu'à 4 heures du matin. On buvait des tonnes de café. Puis on a donc eu du plaisir. Puis ça a donc été agréable. Ça n'a jamais été une chose dure, difficile, compliquée. On avait un plaisir fou là-dedans. Ça nous a amusés pendant des années. J'espère que vous avez cet enthousiasme des jeunes. Des jeunes qui veulent tout apprendre, puis qui veulent tout donner, puis c'est merveilleux. Et après, bien, nous entrons dans ce programme des 12 étapes. Alors, nous nous attaquons immédiatement à la première étape. Si vous voyez que je parle trop, là, je n'ai pas. Il faudrait qu'on s'arrête là, vers 1h25. Alors là, vous me dites, il est tard. Bon. Là, je regarde si cette machine-là fonctionne à part de ça. C'est compliqué, mon affaire, hein? Bon, ça a l'air d'aller. La première étape, nous avons souvent cette impression que c'est d'admettre que nous sommes alcooliques. C'est un pas en avant, mais c'est pas ça la première étape. La première étape, ce n'est pas d'admettre que je suis alcoolique. La première étape, c'est d'admettre que je suis impuissant, c'est-à-dire incapable, dans l'incapacité absolue de régler mon problème avec l'alcool. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool. C'est déjà beau qu'un homme admette qu'il ait un problème avec l'alcool, qu'il admette qu'il est alcoolique. C'est un beau pas de fait. Il est bien plus avancé que celui qui dit qu'il ne boit pas du tout. Hein? C'est étrange. Il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de voir leurs problèmes. Alors, il y a des techniques où on se spécialise à leur faire voir que c'est ça leur problème.
Il y a beaucoup de raisons pour dire que c'est pas l'alcool. On dit bien là, c'est parce que, tu comprends, il boit beaucoup, parce que son épouse est décédée. C'est pour ça qu'il se boit la tête. Bon. Moi, j'ai une amie religieuse qui me disait, ben, tu sais, mon frère a un gros problème. Elle dit, c'est effrayant, c'est parce que son épouse, elle l'a laissé. Puis il y a un autre, c'est parce qu'il a fait faillite. Il y a des hommes dont les épouses partent et qui ne boivent jamais. Il y a des hommes qui font faillite et qui ne boivent jamais là-dessus. Il y a des personnes qui sont timides et qui ne boivent pas. Alors, c'est quoi la raison? Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Un homme va perdre 3 enfants dans un accident d'avion. Il ne boira pas. L'autre à côté, lui, oh, monsieur, je te dis que là, c'est quelque chose. Moi, j'étais comme ça. Je trouvais la vie difficile à vivre. Et puis, moi, je faisais du théâtre avec ça. J'arrachais un rideau, je me tortillais dans ça, puis je faisais du théâtre grec avec ma souffrance. Je te dis qu'ils n'ont entendu parler comment, comme moi, je souffrais. C'était quelque chose. Hein? Puis là, j'ai été bu là-dedans. C'était effrayant. Alors qu'une autre personne aurait eu les mêmes difficultés de vie et n'aurait pas bu dans ça. Alors, je pense que ce qui nous manque, c'est une structure intérieure. C'est le courage de vivre. Et c'est ce que les alcooliques anonymes retrouveront. Ne lui demandant rien d'autre, dit-on dans notre 11e étape, que le courage. C'est la structure qu'il faut, la solidité intérieure qu'il faut pour arriver à vivre. Parce que, savez-vous, moi j'ai arrêté de boire il y a plusieurs années, puis j'ai encore un gros problème, moi, dans ma vie. C'est vivre. Puis ça, vous allez le garder jusqu'à votre mort. Bien oui, j'espère que vous allez être en vie jusqu'à votre mort. Parce que vous allez avoir le problème. C'est pas facile de vivre. Il y a des instants de solitude et d'isolement, il y a des inquiétudes, il y a des enfants qui grandissent et qui ne s'adaptent pas toujours à ce qu'on voudrait qu'ils soient. C'est pas facile de vivre, mais ça vit bien quand même. Hein? On est peut-être dans la sérénité, dans une certaine joie, mais à condition d'avoir le courage. Alors il nous faut nous construire de l'intérieur. Alors la première étape, c'est nous avons admis que nous n'étions pas capables de le régler, ce problème, même si nous admettions que nous étions alcooliques. Alors, je vais vous faire un petit peu de vécu. Le niveau profond de la vie, c'est toujours le niveau du vécu, de l'expérience, le niveau de l'être, c'est le niveau du « je suis ». Quelqu'un qui n'est pas alcoolique, il peut vous parler d'alcoolisme. S'il est alcoologue, par exemple, ou psychologue, et qu'il s'est spécialisé dans la question, mais il ne pourra peut-être pas vous dire ce que ça fait au fond comme souffrance s'il ne l'a pas vécu. Quand on n'est pas pompier, on ne peut pas parler bien de pompièrerie. Puis quand on n'est pas plombier, on ne peut pas parler bien de plomberie. Puis quand on n'est pas alcoolique, c'est plus difficile. Mais si je dis « je suis plombier », je peux parler de plomberie. Alors, je suis alcoolique parce que j'ai une expérience, un vécu d'alcoolique. Et c'est pour ça que les alcooliques parlent bien d'alcoolisme. C'est important de voir ça. Alors, il faut que je vous parle un petit peu de mon vécu. J'ai admis, moi, que j'étais alcoolique, je devais avoir 22 ans. C'est juste pour vous montrer que le fait d'admettre que je suis alcoolique, ça n'arrange pas les choses. Parce que c'est un diagnostic. Si Thérèse va voir le docteur dit, vous, madame, là, c'est pas mêlant, vous avez bien été malade, ma pauvre amie, je me demande comment vous tenez debout. C'est vos 2 reins qui sont entrepris. C'est un diagnostic. Bon, dit, docteur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous l'ai dit, madame, c'est vos 2 reins. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Quel est le remède? Ah, c'est vos reins. C'est un diagnostic, ça.
Je suis alcoolique, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors moi, je ne savais pas quoi faire. Ça fait que ça ne m'a pas donné grand-chose d'admettre que j'étais alcoolique. J'ai admis ça à l'âge de 22 ans. Pourquoi si facilement? C'est parce que pour certaines personnes, être alcoolique, c'est un contenu psychologique épouvantable. Ils n'aiment pas ça, dire qu'ils sont alcooliques. Ils trouvent ça effrayant et honteux. Peut-être pas les jeunes aujourd'hui, mais nous, là, quand nous étions plus jeunes, c'était quelque chose, être alcoolique. C'était bien épouvantable. Je vais approcher ça un petit peu. Alors, moi, chez moi, dans ma famille, être alcoolique, je ne savais pas de couleur morale. Je n'ai jamais entendu mes parents, moi, dire que être alcoolique, c'était effrayant, c'était épouvantable, c'était... Non, c'était pas pire qu'être catholique. Alors, je n'avais pas honte de ça du tout. Moi, j'avais un problème. J'étais ici au Conservatoire de Montréal. J'étais étudiant au Conservatoire de musique, là. Et puis, on buvait beaucoup pour des jeunes, hein. Tout ça a bien été pendant 2 ans et demi. Puis après ça, j'ai eu des problèmes sérieux avec ça. Je me rendais compte là, que je ne vivais presque plus que pour boire. Que les études avaient foutu le camp, c'était pas la chose primordiale dans ma vie. Que la première valeur, c'était devenu l'alcool. J'ai toujours compris que mon problème, c'était la boisson. Du lait au chocolat, j'en buvais jamais. Puis de l'eau, non plus. Alors, je démêlais ça. J'en parlais avec tous mes amis. Je disais, j'ai un problème d'alcool, mais ça n'a pas de sens, est-ce que je m'en vais avec ça? J'en parlais avec ma sœur, qui est psychothérapeute, qui a épousé un psychiatre. J'en parlais avec mes parents. J'avais aucune honte à parler de ça, moi. Mais moi, j'ai toujours été une personne assez libre. Même si j'admettais que j'étais alcoolique à ma famille, moi, je le buvais d'en face. Ça ne me dérangeait pas les barrières, moi, j'en acceptais pas. S'il n'y avait pas eu, c'était content, j'aurais bu chez nous. Et puis, un bon été, j'ai tellement bu que j'ai été transporté en ambulance dans une clinique pour alcooliques à Québec, à Sainte-Foy. Et puis le médecin, là, j'ai parlé avec lui. Et puis j'ai dit, docteur, je pense que je suis alcoolique. Il dit, on va en parler. Puis après quelques jours, là, ben, il m'a dit, écoutez, il y a 20 ans que je soigne les alcooliques et vous êtes un alcoolique. S'il y a des gens qui ne sont pas gênés et qui veulent venir chercher des chaises sur la scène, vous pouvez venir, ça ne me dérange pas tout. Et puis, il dit, vous êtes alcoolique. Bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, il n'y a rien à faire. Il dit, seulement qu'une chose que vous pouvez faire, là, ne buvez pas. C'est quoi? C'est pas brillant. N'importe quel maudit singe est capable de savoir que s'il ne boit plus, il n'y aura plus de problème avec la boisson. Alors, moi, je suis sorti de là, puis il m'avait bien prévenu. Il dit surtout, ne prenez pas de médicaments. Alors, moi, j'ai jamais pris de médicaments parce que j'ai été prévenu, puis que mon beau-frère m'en a parlé beaucoup. Mon beau-frère m'a dit, Jacques, quand tu ne pourras pas supporter de vivre sans boire, bois. Ne prends pas de médicaments. Parce qu'il dit, tu vas avoir un problème beaucoup plus grave. Parce que moi, il me connaissait de tempérament. Moi, c'était effrayant. Les jeunes, aujourd'hui, là, eux autres, ils disent, sont dans le vent, tu sais, avec le guitare. Moi, j'étais dans l'ouragan, moi, mon enfant. Effrayant, épouvantable, les affaires terribles. Alors, mon beau-frère s'est dit, s'il tombe d'un pelule, ça va être quelque chose. Ça fait que je suis revenu chez moi, et puis j'ai comprenais ça, là. J'admettais ça, que mon problème, là, j'étais alcoolique, mon problème, c'était la boisson, que je ne pouvais pas me permettre de boire. Je comprenais ça. Je suis pas fou, je suis alcoolique. Alors, j'ai commencé le matin, le premier matin. Tu sais, je veux vous faire revivre un petit peu la mentalité de l'alcoolique, là, surtout s'il y a des alanons dans la salle. Auxquels, d'ailleurs, j'ai oublié de souhaiter la bienvenue, les Alanons que j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'elles ont le même programme que nous. C'est formidable, c'est le même éclatement de vie. Et je pense que quand le couple peut vivre les mêmes étapes, c'est fantastique. Là, vous auriez quelque chose à vous dire. Ouais, il y a des greluches qui sont contentes, hein?
Je savais pas que vous nagiez dans le ressentiment tant que ça. As-tu vu ça, s'ils sont fiers, hein? Super bien, comment vous auriez le haut du pavé pour une fois, hein? Alors, c'est ça, j'admettais. Puis le matin, je me levais. Puis là, je disais, Jacques, tu peux pas boire. T'es alcoolique, tu sais, le docteur te l'a dit. Fais-toi un beau café. Je m'en allais dans la cuisine, je me faisais un café avec des vrais grains de café, puis j'avais un petit moulin, là, je moulais ça, puis je mettais de la vraie crème là-dedans, là, puis je goûtais à ça. Je dis, tu vois, un café, c'est pas si méchant, hein? Bon, t'en mourras pas. T'es capable de prendre du café comme tout le monde à Québec. Penses-tu qu'il y a 350 000 personnes à Québec qui boivent toute ta boisson le matin? Puis t'es alcoolique, puis tu le sais. Puis là, je m'en allais dans mon miroir, dans la chambre de bain, là, pour faire ma toilette, puis je me regardais. Je disais, oh, pardon, tous tes yeux rouges, tes maigres, t'as de l'air d'un vrai fou. Si tu bois pas, tu vas engraisser, tes yeux vont être meilleurs. Puis je regardais à l'heure. Je disais, tu vois, il est 10 heures. T'as pas bu depuis 8 heures. Ça fait 2 heures que t'as pas bu. T'es pas prêt à mourir, là? Hein? Bon. Puis je prenais du jus d'orange, puis du jus de fruits, puis du coke, puis du 7-Up. Je veux pas faire de publicité, là, pour ces compagnies-là, là. Et puis, je regardais encore l'heure, puis je me faisais une autre tasse de café. Puis ça me quittait pas l'esprit. Puis à l'heure du dîner, je disais, Jacques, faut pas que tu prennes d'alcool, tu sais, t'es alcoolique. Alors tu vas prendre un dîner, un steak grillé, une salade. Puis là, j'allais au restaurant, puis je prenais ça, puis je surveillais les tables, hein. Les femmes surtout. Le sac à main, le soulier, là, en alligator, puis tu vois le costume italien qui va avec ça, là, puis tu dis, la bonne femme, Jacques, elle pourrait boire. Elle boit pas, t'es pas pire qu'elle, Jacques, t'es alcoolique, tu le sais, le docteur dit. Ça fait que boit pas, il y en a du monde qui boit pas. Et puis après le dîner, je sortais, là, puis je me félicitais. Puis, t'es pas fier de toi, là? Hein? T'es pas mieux de même, là? Hein? Là, l'entre-midi, ben, des fois, j'allais à mon bureau, j'avais un commerce qui pouvait être tenu, là, peut-être quelques semaines, par des gens qui travaillaient pour moi. Et puis là, je passais tout l'après-midi à essayer de me distraire, puis à ne pas boire. Puis là, j'avais encore le souper à organiser. Puis là, Jacques, puis tiens bien, puis lâche pas, puis tu vas l'avoir. Tu es à veille d'avoir un 24 heures, puis t'es pas pour boire là, puis ça sera assez effrayant. Puis mon doux Seigneur, une belle journée que tu pourras tenir. Puis là, je soupais. Puis je regardais la télévision, puis je faisais jouer des disques, puis je jouais du piano, puis je lisais. J'étais pas complètement démuni de possibilités pour me distraire. Puis je regardais à l'heure, puis là, l'heure avançait, puis je disais, mon Dieu, là, je vais avoir une belle journée de fête. Puis je me couchais. J'étais assez fatigué, parce que ça, c'était un full-time job. Ça, là, je pensais d'autre chose. Puis le lendemain matin, je me levais. Je disais, Jacques, t'as pas billard, faut pas que tu boives le matin, fais-toi un beau café comme hier. Puis j'allais dans la cuisine, puis je radotais tout seul, puis je me regardais dans le miroir, puis je disais, tes yeux sont moins rouges, puis garde donc, ta face est meilleure, je suis enceinte. Et puis, gna, puis je comptais les journées, puis j'ai 3 jours, puis j'ai 4 jours, puis j'ai une semaine, puis j'ai 2 semaines. Puis je me grattais la tête, puis je savais plus quoi faire, puis je tournais en rond. Puis là, je venais assez fou là-dedans, là, que je me suis dit, je vais recommencer tout ça l'année prochaine, peut-être bien. Mais pour asseoir, hein. Bon. Et puis, ben, j'allais boire. C'est toujours comme ça que ça s'est passé, moi, mes histoires. Puis j'allais prendre un coup. L'année suivante, je suis retourné chez le docteur Bédard en ambulance. Ah oui, parce que c'est progressif. Quand tu y vas en ambulance une fois, tu y vas plus jamais à pied après. Puis là, le docteur m'a dit, écoutez, ne buvez pas. Ne touchez pas à un verre. J'ai dit, je comprends tout ça, docteur. Je comprends ça, je le sais que je peux pas boire, que c'est effrayant si je bois, que je peux pas toucher à ça, qu'il faudrait pas que je touche à ça. Et je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de vivre comme ça. Puis ce qui me ramenait à boire, vous savez, on se demande souvent, comment se fait-il que les alcooliques rechutent? Ben, les alcooliques rechutent, il n'y a rien qu'une raison. C'est pas parce qu'il était aux noces de sa sœur. Ça, c'est la raison qu'il vous a donnée. C'est parce qu'il est malheureux à pas boire. Moi, j'étais plus malheureux quand je ne buvais pas que quand je buvais. J'étais plus capable de vivre. Je pensais rien qu'à ça. Je tournais en rond, je m'ennuyais. Vous allez me dire que c'est fou, hein? Ben, vous nous insulterez pas du tout, là, que c'est mental. C'est comme une espèce d'obsession, puis on n'en sort pas. J'ai dit, moi, j'aime bien mieux
Mourir jeune en buvant, là, que vivre vieux en buvant pas. C'était bien clair dans ma tête, ça. Bon. Alors, j'ai recommencé à boire, parce que j'ai ça vivre sans boire. Et puis, j'ai retourné chez le docteur Bédard. J'ai dit, docteur, là, c'est bien simple. Mon choix est fait, moi, là. J'aime bien mieux boire. Comment que ça ferait des argas de tout ce que tu voudras, là? Moi, là, je suis pas capable. Bon. Oh, il dit, tu vas voir, il faudra bien pourtant s'ajuster. Puis bon, on a fait, là, toutes sortes d'explications, hein. Je sais ce que ça fait, boire. J'ai pas besoin que personne me l'explique. Je l'ai vécu. J'ai pas besoin que personne m'explique ce que ça fait de boire. Alors, je suis revenu chez nous, puis là, j'ai dit, ça marchera pas, ça, cette histoire-là encore, le matin, puis pas boire, puis j'étais pas plus heureux. J'ai dit, je vais essayer quelque chose de très, très sérieux pour ce problème d'alcool. Ça n'a pas de bon sens de vivre comme ça. Alors, j'ai cherché dans les pages jaunes à Québec. J'espérais trouver alcoolique quelque chose. J'ai trouvé alcoolique anonyme. Ça fait 25, 26 ans peut-être de ça, là. Et j'ai appelé alcoolique anonyme. J'étais bien content d'avoir trouvé ça. C'est dans les pages jaunes de l'annuaire. J'ai dit, ça doit être quelque chose. Hein? En annonce dans les pages jaunes, parce que bon. Et puis, on m'a dit de m'y rendre le soir même. C'était le premier groupe qu'il y avait à Québec. Hein? Et puis, c'était pas connu du tout à Québec a connu à une dizaine d'années après Montréal. Et puis, je me suis rendu. Quand je suis venu aux Alcooliques Anonymes, la première fois, dans les années 50, là, c'était pour trouver une méthode. Je ne suis pas venu au AA pour rencontrer du monde. Je l'avais appelé à la maison, chose, c'était effrayant, mais ça ferait quasiment pension chez nous. Je suis venu au AA pour trouver une technique de relèvement, une thérapie, une méthode. Je ne savais pas comment on pouvait appeler cette chose qui sont les 12 étapes, je ne connaissais pas. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard. J'étais bien déçu d'être en retard. J'aurais voulu rencontrer le gérant et puis les organisateurs, parce que et d'autres associations offraient des services médicaux, psychiatriques, psychologiques. Hein? Alors, moi, je cherchais ce monde-là, puis je me suis assis en arrière, puis j'avais hâte que ça finisse, ce brassage-là, en avant, là. Puis j'ai dit, si je peux rencontrer les premiers de ça. Mais pendant que j'attendais, il y avait un très grand tableau en bois, très grand, sur lequel étaient inscrites les 12 étapes des Alcooliques Anonymes. Et en dessus du tableau, on avait également inscrit « Voici les 12 étapes que nous avons suivies et qui sont suggérées comme programme de relèvement. » J'ai commencé à lire ça. Première étape, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool. Ça, je trouvais que ça avait de l'allure. Parce que ça voulait dire qu'il n'y a pas de bout de prendre ça. Bon. La deuxième, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure, avec un grand P, j'ai été élevé chez Jésuite, je ne pensais pas que je ne les ai pas vus venir. Puis la troisième, mais ça y était. Nous avons décidé de confier notre vie, notre volonté aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Puis là, il y avait un inventaire moral, puis nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes, un autre être humain, puis nous avons pleinement consenti, puis nous avons humblement demandé ce que Dieu élimina, puis la prière, puis la méditation, mais j'ai dit, c'est pas des alcooliques. C'est toute une gang d'arriérés, c'est aussi simple que ça. J'ai dit, c'est pas fou en monde, ça fait déjà quelques années que la guerre est finie. Bon. J'ai dit, il y a toujours des maudites limites pour nous arriver avec ces niaiseries-là. On a assez souffert de ça. Jusqu'en 1939, la prière, non. Comme vous voyez, j'étais pas du tout ouvert à un programme de vie spirituelle. Pas du tout. Je suis resté avec les membres quand même. J'ai fait plusieurs réunions. J'ai assisté à ce qu'on appelle des réunions intensives. Il y avait de ce genre de réunions à l'époque. Et puis, j'ai pas pu du tout prendre ça, moi, un programme de vie où ça parlait de Dieu. Je voulais rien savoir de ça. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais de très bonnes raisons. C'était pas un ressentiment bête, là, puis plate, j'avais des raisons.
Je ne pouvais pas d'abord entrer dans un programme de vie spirituelle parce que j'étais un riche. Mais je ne parle pas d'argent. C'est pas la richesse d'argent dont nous parlons ici. Le riche ici que j'étais, c'était le contraire du pauvre, de la pauvreté intérieure dont nous avons tellement besoin pour pouvoir ouvrir à des vérités spirituelles vraies. Quand nous étions jeunes, on nous disait « Heureux les pauvres, le royaume est à eux ». On ne comprenait pas. On disait « Heureux les creux, tant mieux pour les baveux, les chieux ne s'en porteront que mieux ». Bon. C'est pas à 15 ans qu'on peut comprendre des vérités aussi profondes. Et puis, il y avait aussi une autre phrase qu'on nous disait. Si tu veux recevoir, vide ta coupe. On ne comprenait pas non plus. Ce que nous comprenions, c'est que dans une coupe vide ou pleine ou dans un vase plein, on ne peut plus rien mettre. Ça coule sur la nappe. Ça n'allait pas plus loin que ça, la compréhension de ce symbole. La coupe, c'est vous ici ce soir, chacun de vous. Et c'est moi. C'est moi debout devant vous. Nous sommes des coupes. Et quand la coupe est pleine, on ne peut plus rien mettre dedans. Il faut attendre que ça se vide. Alors moi, j'étais riche, c'est-à-dire la coupe Jacques, elle était remplie jusqu'au bas. Remplie de moi-même, remplie de mes idées personnelles, parce que j'avais cette prétention de pouvoir régler un problème avec l'alcool. Les alcooliques anonymes n'ont pas pu me passer leur message parce que je n'avais pas épuisé encore les autres possibilités qu'il y avait de se rétablir de l'alcoolisme. J'étais rempli de moi-même et c'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est très subtil l'orgueil, il faut faire attention. Je pense que au Canada français, l'orgueil pour nous, c'est un contenu extrêmement désagréable. Parce que quand nous étions jeunes, pour nous apprendre l'humilité, on nous a appris l'humiliation. Mais j'ai des filleuls, moi, au tout début, qui avaient beaucoup de difficultés à s'admettre comme orgueilleux. Et voici leur argumentation. Ils me disaient, Jacques, moi, tu sais, je ne suis pas orgueilleux, moi, je parle à tout le monde. Vraiment, là, s'il vient quelqu'un, quand bien même que c'est peut-être quelqu'un de moins instruit ou de plus timide, là, je les accueille bien. Je ne fais aucune distinction dans le mouvement. Je ne suis pas arrogant. Je pense que vraiment, là, je ne suis pas ce genre de personne qui écrase les autres. Mais c'est pas ça, être orgueilleux. Un orgueilleux, c'est pas un homme qui arrive puis qui fait ça de même en avant. Puis vous autres, vous volez pas je dirais pas quoi, de la marmelade. Ça, c'est pas un orgueilleux, ça. C'est un épate. Un grossier personnage. Il y a une différence à être épate et être orgueilleux. Moi, j'étais très aimable là-dedans. Je me suis pas pris aux cheveux avec les membres de Québec. Je leur ai pas dit de choses désagréables. Je leur ai pas dit, vous êtes une gang de caves, c'est moi qui connais tout. Non. Vous pouvez être extrêmement poli, agréable et déférent pour les autres et être rempli de vos idées personnelles. Être orgueilleux, ça ne veut pas dire être désagréable. Être orgueilleux, ça veut dire de ne tenir pour vrai que ce que moi je crois pour vrai. De tenir pour valable que ce que moi je tiens pour valable. Et j'étais rempli de mes prétentions. C'est le manque d'expérience. C'est pour ça que pour arrêter de boire, il faut avoir assez bu.
Puis il faut avoir essayé bien des choses. Hein? Vos enfants, ils le font pas par arrogance, ils le font parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mais ils vont toujours vous dire comment on doit élever ça, des enfants. Tout le temps. Ils n'en ont jamais eu. Alors ils prétendent qu'ils peuvent faire merveille avec ça. C'est pas facile élever des enfants, c'est une tâche extrêmement compliquée. C'est pas facile non plus, la sobriété, hein, tant qu'on n'a pas fait un certain cheminement. Alors, à cause de cette coupe qui était pleine, de cette pauvreté de cœur que je n'avais pas, mais j'avais quand même bon cœur, hein, ben, j'ai pas pu rien prendre chez les alcooliques anonymes. Et avec un riche, on ne peut rien faire. Il n'y a aucun argument que vous pouvez apporter. Parce que moi, j'avais des arguments. Je leur disais, vous dites que l'alcoolisme est une maladie. Bon, ben j'ai dit, mettons-en des maladies. Avoir mal aux dents, c'est une maladie. Avoir mal au foie, c'est une maladie. Avez-vous idée de dire au monde, admettez donc, vous avez mal aux dents. Mettez vos dents dans les mains d'une puissance supérieure. Puis aidez ceux qui ont mal aux dents, vous n'aurez jamais plus mal aux dents. J'ai dit, vous êtes tombés sur la terre? Moi, j'ai dit, quand la police va savoir que ça marche à Québec, ça, ils vont fermer ça. Alors, j'étais bien certain. J'ai pas trouvé ça fou en monde, là, j'en revenais pas. Je me dis, c'est pas croyable du monde si fou sur la terre. Faut-il être nono, tarlet, puis gogo pour se laisser avoir encore dans des niaiseries de même? J'ai dit, quand on a mal au foie, on va voir un spécialiste du foie. On ne commence pas à mettre notre foi dans les mains du Seigneur, puis la prière, puis la méditation, puis aider à ceux qui ont... J'en revenais pas, je me disais, je le croyais pas. Surtout qu'ils m'ont dit qu'il y en avait un là-dedans qui était juge. J'ai dit, je te dis que c'est... On est jugé par on ne sait jamais qui, hein? Ça n'a pas de bon sens. Et aussi, un autre point pour lequel... Une autre raison pour laquelle je ne pouvais pas accepter cette réalité de Dieu dans ma vie. Vous savez, quand on est jeune, qu'on est petit, il y a des zones de fraîcheur, des zones de tendresse. Et puis moi, quand j'étais petit, là, que j'avais 5-6 ans, j'étais pensionnaire chez les Sœurs Grises, pensionnaire Saint-Louis-de-Gonzague. Puis les sœurs, elles étaient très bonnes pour nous, hein, les petits bébés, là, s'occupaient de nous autres, et puis c'était pas comme une petite affaire. Le matin, on faisait notre toilette pour aller à la chapelle, puis on avait des petits collets blancs avec des boucles blanches. Puis là, on se plaçait tout en ligne, à peu près comme on pensait. Puis Mère Marie-Alphonse, elle nous regardait comme ça, là. Oups, il y en avait un qui était plus grand un petit peu, elle allait le chercher, elle le reculait, puis elle faisait avancer l'autre. Puis là, on en prenait un, puis elle le mettait là. Puis quand c'était tout bien de même, là, on pouvait partir, elle était content. Puis surveillait, là, que nos cheveux, ça soit bien séparés, droite. Puis des fois, elle prenait son teint, puis elle nous faisait une belle petite séparation. Puis là, elle faisait le petit toupette, le petit youpette de même, là. Puis on s'en allait tout comme ça, hein. Puis nous autres, on était dans l'émerveillement dans ce temps-là. C'était extraordinaire, hein. Puis la fête de Noël, avec les boules de Noël, puis le bœuf, puis l'âne, puis les grandes orgues qui commençaient à jouer, là. On était... C'est pas ordinaire, on flottait là-dedans. Ça, c'est la pureté des enfants. Et quand, moi, on m'a parlé de Dieu, j'étais un alcoolique depuis plusieurs années. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai pas bu dans les chapelles. Puis quand j'ai entendu parler de Dieu, j'ai pas été capable. Je me disais, je regardais Julie, Betty, à cette époque-là, que je trouvais très charmante, puis qui a été très bonne pour moi. Puis je me disais, ces gens-là sont tellement meilleurs que moi. Ils peuvent, eux, mettre Dieu dans leur vie. Mais moi, je peux pas. Je suis pas assez bon pour ça. Je suis pas assez digne pour ça. Ça se peut pas que Dieu, dans ma vie, c'était à l'époque où il fallait mériter l'amour. J'ai pas été capable. J'ai eu une certaine nostalgie de ça, très profonde. Et
j'ai quitté AA avec beaucoup, beaucoup de regrets. Il me semble que c'eût été une dimension de l'être que j'aurais trouvé doux de retrouver, mais je ne me sentais pas digne du tout de ça. J'ai pas pu, j'étais pas capable de m'en aller dans ça. C'était trop exigeant, puis je trouvais que eux pouvaient le faire. Ça arrive souvent, ça. Quand on est assis dans une salle et qu'on écoute un conférencier, puis on se dit le conférencier ou la conférencière, elle a l'air d'une femme rangée, il a l'air d'un homme rangé, mais moi, je pourrais pas mettre Dieu dans ma vie, je suis pas assez bon. Mais à la deuxième heure, on va voir tous les mécanismes de ça, comment arriver à surmonter tous ces mécanismes-là. Alors, je n'ai pas voulu de ce programme, premièrement, parce que je pensais que Dieu ne s'occupe pas de ces choses-là, qu'il vaut beaucoup mieux voir un médecin, et de plus, parce que je n'étais pas digne, je n'étais pas assez bon. Mais j'ai continué à faire un petit peu de réunions. Puis moi, je leur disais que c'était une affaire de fou, ces étapes-là, que ça n'avait pas d'allure, et que si la police voyait ça, qu'ils fermeraient ça. Alors, il y en a un qui est décédé maintenant, probablement Octave à l'époque. Il dit, coudonc! Il t'a tanné de moi, là, lui. Ah. Il dit, coudonc, toi, là! Il dit, rouvre-toi les yeux un peu. Il dit, ça fait 1 an que nous sommes sobres et que nous n'avons pas soif. À Montréal, ça dure depuis 10 ans. Et c'est dans la grandeur du monde entier depuis 1935. Il y a des centaines de milliers de membres qui sont sobres. Ça devrait être bon. Vous ne trouvez pas que c'est un argument frappant, ça? Avec un riche, vous ne pouvez rien faire. Moi, j'ai dit, ouais, c'est parce que vous n'êtes pas alcoolique. J'ai dit, si vous étiez alcoolique, des vrais comme moi, là, vous ne resteriez pas ça, des niaiseries de même, voyez bien. C'est pas de bon sens. Voyez-vous, le seul alcoolique de la salle, c'était moi. J'ai toujours admis que j'étais alcoolique. J'ai toujours compris que j'étais alcoolique. J'ai toujours compris qu'il ne fallait pas que je boivasse. J'ai toujours bu pareil. La première étape, ce n'est pas nous avons admis que nous étions impuissants que nous étions des alcooliques. La première étape, c'est nous avons admis que nous étions impuissants, incapables de se sortir d'un tel problème, parce que c'est au niveau profond, c'est très complexe l'alcoolisme, c'est pas facile. C'est pas quand on dit à un homme « Ne bois donc pas, Albert », qu'Albert arrête de boire. C'est pas en disant « Prends pas ton premier verre, Jeannette », que Jeannette va arrêter de boire. Il faudrait lui donner les moyens de réaliser ce merveilleux programme. Hein? Alors, c'est pour ça que, dans nos étapes, vous n'entendrez jamais le mot sobriété. C'est extraordinaire, ça ne fait pas partie du programme AA, la sobriété, ça. Il n'y a aucune étape qui parle de sobriété. Je vais écrire ça un petit peu au tableau ici à gauche. Pourquoi ne parle-t-on pas de sobriété, par exemple, dans les étapes? Pourquoi ne parle-t-on pas d'acceptation dans le programme AA? C'est pas dans les étapes. Il n'y a aucune étape qui me demande d'accepter mon alcoolisme. Nous avons admis que nous étions impuissants. C'est pas marqué nous avons admis et accepté. Alors, je n'ai pas d'acceptation là. Puis des gens parlent de sérénité. C'est pas dans mes étapes. Il n'y a aucune étape qui dit « Il nous obtème la sérénité ». Il y a des raisons pour ça. C'est important de savoir ça. L'acceptation, c'est pas dans les étapes non plus. Hein? Ça fait pas partie de mon programme. C'est parce que tout ça sont des résultats des étapes. Ce sont des résultats de vie spirituelle. Je ne peux pas le mettre dans les étapes. Je vais l'avoir comme résultat.
Alors la personne qui crie tout le temps, « Mon Dieu, donne-moi ma sobriété, puis mon Dieu, donne-moi ma sobriété, puis mon Dieu, donne-moi ma sobriété. » Au bout de 2 ans, là, si Dieu se tanne, il va dire, « Albert, fais donc tes étapes, Albert. Tu vas l'avoir, ta maudite sobriété, Albert. » C'est un résultat de nos étapes. Alors, j'ai pas besoin de demander ces choses-là. C'est contenu comme résultat. L'acceptation. Il ne faut rien moins que Dieu dans une vie pour amener un alcoolique à vivre sans boire et à devenir heureux et serein. C'est Dieu qui fait ça pour nous. Alors, je n'ai qu'à faire mon programme et ça doit venir. Hein? Alors, j'ai quitté Alcoolique Anonyme parce que j'étais trop riche et que la coupe était trop pleine. Et je suis allé vider la coupe. J'ai commencé d'abord par aller vivre aux États-Unis. Je vais aller assez vite là-dessus. Je suis allé vivre aux États-Unis sous prétexte que New York était une très grande ville, qu'il y avait énormément de théâtre. C'est vrai, c'est une ville extraordinaire. Et puis, j'allais me faire traiter en psychanalyse, en psychiatrie, en tout ce que vous voudrez. Il n'y avait rien là. Je voulais régler mon problème d'alcool. Je connais peu de gens qui ont tant essayé d'arrêter de boire. Là, à New York, je me racontais, puis ma petite enfance, puis mon enfance, puis on a fait des tests, puis on a analysé, puis on m'a tout expliqué, les mécanismes de la cellule, et de l'alcool, ce que ça faisait sur mon système, sur mon cerveau. Puis je disais, docteur, je sais ça bien mieux que vous. Je bois du matin au soir, du soir au matin. Je sais que ça fait. Je t'apprends à mourir. Le diable m'emporte la salade. C'est tout mon être là, qui est pogné là-dedans. Je dis, je veux des méthodes pour arrêter de boire. Il dit, ne buvez pas. Ne prenez pas un verre. C'est ce verre qui vous tue. C'est ce verre qui enclenche. Fait que moi, je revenais chez nous, je me levais le matin, je me faisais un café. Avec des vrais grains de café, je mettais de la vraie crème dedans, puis j'allais me regarder dans le miroir, puis je disais à Jacques, t'as tes yeux rouges, t'es t'es mieux de pas boire, puis d'arrêter de boire. Puis si tu bois pas, tu vas être plus heureux. Et puis puis je buvais du jus, puis toutes sortes d'affaires, puis j'allais au cinéma, puis je revenais chez nous, puis je mangeais, puis je regardais l'heure, puis je comptais mes jours, puis j'avais 3 jours, puis j'avais 4 jours, puis ben, puis lâche pas, puis tu vas l'avoir, puis j'avais une semaine, puis j'avais 2 semaines, puis au bout de 2 semaines, moi je recommencerai tout ça l'année prochaine. Peut-être bien, mais pour asseoir, Parce que quand je ne buvais pas, j'étais plus malheureux que lorsque je buvais. Comme je suis pas fou, que je suis un alcoolique, j'ai été boire. Là, ça a été un aria épouvantable. Ma famille a conclu que New York, ça faisait pas ça. Ils ont dit, tu sais, New York, c'est la mentalité américaine, et puis viens-t'en donc à Montréal. Montréal, maintenant, tu sais, à la place des arts, la culture française, le théâtre français, la télévision française. Je traînais 2 ans et demi de cochonnerie de guenilles, de pieds noix à queue, puis de tapis, puis de peinture, puis de boîtes, puis d'affaires, là. Je suis revenu à Montréal avec toutes ces maudites guenilles-là, puis j'ai pris un appartement au coin de Stanley McGregor, là, puis on a placé le pied noix à queue de même, puis un pote dessus, puis du cadre par-là, puis serrer un cadre, puis de la détente, là. Là, j'ai assez bu dans cet appartement-là pour en parler des journaux, hein. La culture française, ça n'a pas fait. Là, j'étais traité au Royal Victoria avec des psychiatres qui m'ont reçu d'une façon extraordinaire. C'est parce que c'est long, un traitement en psychiatrie. Mais nous n'avons jamais donné à nos médecins beaucoup la chance de nous apprendre grand-chose. Alors, moi, ça faisait pas, puis je buvais, puis ça n'a pas fait. Là, dans ma famille, ils ont dit, ma sœur, elle me voyait, elle disait, lui, il est tellement évaporé. Elle dit, toi, attendons, vive à Paris. Ça, c'est plus ton style, c'est plus ton genre, tu sais, bon. Et j'ai été en France, j'ai essayé de vivre là. Je croyais que, dans un cadre comme Paris, j'aurais peut-être plus d'intérêt de vivre. Tu cherches à vivre. C'est que l'alcoolique, il n'est pas capable de vivre, c'est ça son problème. Mon problème, ça n'a jamais été à boisson. Je n'étais pas capable de vivre. Alors, je croyais que vivre à Paris, c'était plus facile que vivre. Oui, mon beau Pierre, qu'est-ce que tu veux? Café 1h05?
Ben voyons, 1h05. Il lit 1h05. OK. Alors, faire ouvrir les portes, faire asseoir les gens là-bas à 1h05? Attendez, vous nous avez fait attendre tantôt? Quelques minutes. Bon. Alors, là, je ne sais plus ce que j'étais rendu. Bon. Et on s'imagine toujours que si on peut ajouter des éléments de vie à notre vie, qu'on va arriver à pouvoir vivre, que là, on n'aura plus besoin de boire. Hein? Et beaucoup ont cru trouver dans l'amour. Hein? Beaucoup d'autres ont cru trouver dans le travail. D'autres se sont mariés, espérant former une famille, avoir des enfants, être rejoints par quelques billets. Et puis ça n'a pas fonctionné. Alors ça n'a pas fait ça non plus. La France, ça n'a pas marché, pantoute, cette histoire-là. Hein? Et puis c'était toujours la même affaire. Puis j'allais voir le docteur, puis je disais au docteur, ça ne fera pas. Est-ce que tu peux demander s'il y a un médecin dans la salle? Il y a une crise d'épilepsie. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? S'il y a un médecin dans la salle, il est prié de se rendre en arrière là-bas. Alors, ben c'est ça. Ça n'a pas fait plus. Et puis, j'étais pas capable de vivre sans boire, puis j'aimais pas ça, vivre sans boire. J'ai dit ça. Savez-vous ce que c'est que agui? J'aimais pas ça. J'ai jamais pu vivre sans boire. Alors, je suis rentré de toutes ces tournées, là. J'ai été traité à Dayton, Ohio, à Cleveland, à Cincinnati, à Londres. Je suis été en Allemagne aussi. Et puis, nous consultâmes et nous expliquâmes tout ça. Ça n'a jamais rien fait. Je suis revenu à Dorval, ici, là. C'est une ballonne de 3-4 mois. J'étais pas lavé depuis 2 mois. J'avais la barbe blanche depuis 16 semaines. J'avais les cheveux en l'air, les yeux sortis de la tête. J'avais de la lèvre à fou, de l'osile. Puis là, on était en 1962. Fait que là, ça a l'air qu'ils veulent absolument qu'on le prenne, le café. Bon, on va le prendre. À tantôt. Nous allons commencer, si vous voulez. Nous commençons maintenant. Alors, nous avons vu tout à l'heure la coupe qui est pleine, l'expérience qu'il faut acquérir pour comprendre qu'un problème avec l'alcool, c'est pas facile à régler. Et nous en étions à ce point de mon cheminement où je revenais après une dizaine d'années de recherche pour essayer d'arriver à vivre sans boire. Puis vivre sans boire, là, mon choix était fait. Je restais des fois 2-3 mois sans boire. Puis là, je me disais, ça fait 3 mois que je bois pas, là. Bon, ben, j'ai dit ça. Ça fait, je vais boire. Bon. Et puis, je faisais comme ça, là. Je disais, j'aime bien mieux boire, là, que pas boire. Puis je disais toujours, si ça pouvait donc me sortir de la tête. Puis pas tout le temps compter mes jours, puis mon temps, puis là, puis moi, puis Seigneur, puis dans mon corps, puis gna, puis ça finit, ça pue. Je disais, pas moyen de vivre comme ça. Je tiens bien, je connais bien, puis bon. Alors, je suis arrivé à Dorval, ici, là. J'étais méconnaisseur. Quand j'ai arrêté de boire, moi, je pesais à peu près 120 livres. Et puis, je suis arrivé, là, j'avais les cheveux en l'air, les yeux sortis de la tête. C'était effrayant. Je tenais mon veston par une manche, puis je balayais le plancher avec ça, là. Puis j'essayais de savoir où est-ce que j'étais rendu. Parce que tous les aérogares, ça se ressemble. Puis je disais, pour l'amour du ciel, il faut que je me démêle où est-ce que je suis. Je me reconnaissais pas un peu. Mais ma mère m'a reconnu tout de suite. Bon. Alors là, elle est venue me chercher, puis on a mis les choses dans sa voiture. Puis elle dit, Jacques, tu as l'air beaucoup plus malheureux que tu étais. Puis, tu n'as rien trouvé. As-tu des projets? Moi, ma famille ne m'a jamais fait de reproches. Jamais. Elle dit, as-tu des projets? J'ai dit oui.
Je vais boire à cette heure. J'ai limite. Bon. Ça a l'air qu'il n'y a pas de bout pour prendre ça. Ça fait quoi? Tout aussi bête de boire. Voyez-vous, je comprenais l'inutilité de m'obstiner avec ça. J'aimais mieux, là, disparaître tranquillement que de me chicaner avec ça. Vous savez, Alcooliques Anonymes n'offre pas une victoire sur l'alcool. Y a-t-il quoi de plus fatigant qu'une victoire? Faut que tu livres tout le temps une bataille. Puis là, tu tiens bien, puis là, ouvre pas, puis gna, puis ça finit pas, puis là, Alcooliques Anonymes nous offre une libération. Une libération si totale que nous n'y pensons même plus. C'est ça, être libéré. Alors moi, je suis arrivé, là, puis j'ai recommencé à boire. Je me suis installé dans un appartement avec un bonhomme là, qui se droguait, puis qui prenait de la morphine au troc. Mais il ne buvait plus. Fait que ma famille pensait que peut-être ça pourrait m'aider, tu sais. Mais il buvait plus, il se piquait de morphine, puis tombait à terre. Nous sommes restés là toute une saison presque. Et puis, ce bonhomme là, qui était toujours couché à terre, une petite atmosphère, pendant 4 mois, il n'y a pas eu un lit de changer dans cet appartement-là. Il n'y a personne qui a pris une douche là-dedans. On n'était pas au niveau de ça. J'étais au niveau de la bébite. Moi, je me levais, je buvais, puis après ça, je me recouchais, je me déshabillais pas, moi, là. Je me fallais d'un fauteuil, puis je me relevais, puis là, je devais manger quelque chose, parce que j'aurais pas survécu. Mais c'était un temps, là, épouvantable. Puis je vois toujours ce type-là en train de mourir devant moi. Alors, ma famille s'est inquiétée, puis ils ont envoyé un médecin. Et puis quand ils ont vu le bonhomme à terre, qui s'appelait Charles, le médecin, la peur, elle l'a pris. Et puis il a fait venir une ambulance. Et nous sommes entrés, tous les deux, à l'Ausile. Parce que chez nous, là, c'est Michel-Archange. Et puis Charles n'a pas survécu à ce problème-là. Il est décédé de toutes ces choses. Et puis, moi, j'ai commencé à penser dans cet hôpital. Je me disais, qu'est-ce qu'un alcoolique peut faire pour arriver à se sortir de cette espèce d'enfer? Vivre, pour moi, ça n'avait aucun sens. Je ne savais pas pourquoi j'étais venu au monde, qu'est-ce que je faisais dans la vie. Et j'étais très, très agressif contre la vie. Je me disais, maudite vie, qu'est-ce que j'avais besoin de ça, cette maudite vie-là? Et ma mère a eu 10 enfants, j'étais le 10e. Je me disais, si elle n'avait eu juste 9. Et j'étais enragé. Je me disais, si j'étais pas venu au monde, j'y serais pas. J'aurais pas besoin de vivre ça, cette vie-là. Et puis pour des raisons difficiles à expliquer, j'étais très entouré. Chez nous, à Québec, c'est une famille qui était très entourée. Je me sentais toujours seul. Je pense que c'est la maladie de la solitude, de l'isolement. Les alcooliques comprennent bien ce que je veux dire par la solitude et l'isolement. C'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas expliquer ça. Et puis, je regrettais d'être venu au monde. Puis, je ne trouvais pas d'autres moyens. Je me disais, j'ai pas mal tout essayé. Je me suis raconté. J'ai fait de la salle d'attente. Et puis ça ne marche pas, ça s'accroche pas. J'étais pas heureux. Je voulais réaliser des rêves. Des rêves que vous avez vus. N'importe qui ici dans la salle, que vous soyez à l'annonce ou que vous soyez des amis visiteurs, tous, vous avez eu des rêves exactement semblables aux miens. Je rêvais de devenir quelqu'un. Je voulais être quelqu'un.
C'était mes rêves d'enfant, mes rêves d'adolescente et mes rêves de jeune homme. Je voulais devenir quelqu'un, puis pas seulement quelqu'un d'ordinaire. Je voulais devenir quelqu'un d'extraordinaire. Je voulais devenir quelqu'un de merveilleux. Je voulais devenir quelqu'un de fantastique. Et ça, je pense que c'est bon. Il y a bien rien qu'un niaiseux qui ne veut pas être fantastique. Aimerais-tu ça être un homme extraordinaire, Albert? Non. Et fait encore? Aimerais-tu ça être une femme merveilleuse, Jeannette? Non. Ce sont des appels profonds dans l'homme. Devenir quelqu'un pour quelqu'un. Moi, je cherchais ça. Évidemment, c'est la culture américaine. Nous sommes en Amérique. Être quelqu'un, pour moi, c'était être quelqu'un au niveau de toute la province de Québec, le vedettariat. Être quelqu'un, pour moi, c'était avoir de l'argent, une voiture qui en impose, et du prestige, et vous savez, tout le tralala, tout le parabin pour en mettre plein la vue. Puis être quelqu'un, c'était ça. Et puis, c'est dommage, dans notre société, c'est comme vous êtes ici dans le garage en bas, là, vous êtes quelqu'un. Pour ben des cocons. Tu sais, le bonhomme, il y a une Rolls Royce. Hein, ça coûte 140 000 $, la dernière qui vient de sortir, là. Tu t'as entendu, c'est la fine pointe de l'élégance. Tout le monde tourne autour de cette voiture magnifique. Puis as-tu vu la bagnole? Puis le bonhomme, lui, il est là, puis il grimpe là-dedans. Il est trop fou pour savoir que c'est pas lui qui est extraordinaire, c'est sa voiture. On se valorise avec nos guenilles. Puis je voulais être quelqu'un, puis je savais pas comment, puis je me trouvais, me semble que je me trouvais pas, moi, quelqu'un. Peut-être parce que ma famille avait un certain prestige, là, à Québec, je ne sais pas. Mais je voulais donc m'affirmer de quelque manière. Alors, c'était être une vedette pour toute la province de Québec, ou alors pour une seule personne. Le grand amour. Vous avez jamais cherché ça, vous autres? Là, c'est pas un aria ordinaire, c'est pas sérieux. Là, c'est pas assez. Tantôt, c'était trop, la province, là, puis une personne, ce n'est pas assez. Parce qu'on est souvent déçus, puis... bon, en tout cas, j'étais malheureux comme une roche. Je me retrouvais pas. J'avais 33 ans, puis j'avais plus rien. Moi, j'avais plus d'argent, j'avais une voiture parce que ma famille m'en fournissait une. J'avais rien. Puis j'étais pris dans cet hôpital, là, et puis j'arrivais pas à me comprendre. Alors, dans ma chambre, il y avait un petit calendrier qui représentait une tête de juif avec des cheveux longs et une barbe. C'est le Dieu que moi, j'avais connu dans mon enfance. Ce n'est pas le Dieu alcoolique anonyme, et ce n'est pas le Dieu que vous devez choisir. Mais moi, c'est le Dieu que j'ai connu dans mon enfance, parce que j'ai été élevé au Québec. Je ne pense pas qu'un Bouddha, malgré tout le respect que j'ai pour le bouddhisme, un Bouddha ne m'aurait rien dit à moi, parce que je n'ai pas une culture orientale. Alors ce juif avec la barbe, pour moi, ça réveillait des choses. Et j'étais tellement écrasé, puis tellement isolé. J'avais tellement besoin d'être compris. Je sentais que ma famille voulait me comprendre, mais qu'ils ne me comprenaient pas. Je sentais que mes amis voulaient me comprendre, mais qu'ils ne comprenaient plus. Et moi-même, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Vous savez, la solution, quand on est aussi malheureux, elle est de l'ordre du mystère, et il n'est pas facile d'expliquer.
Mais en tout cas, ce visage m'a révélé quelque chose. J'ai eu la révélation de ce que j'étais et de ce que j'allais devenir, mais sans trop savoir comment. J'ai commencé à croire que si j'ouvrais à ce visage, il se passerait quelque chose pour moi. Alors j'en suis venu à croire qu'une puissance supérieure pouvait me rendre la raison. J'avais besoin d'être accueilli, j'avais besoin d'être aimé. Et au-delà de ce visage, j'ai espéré tout l'amour du monde. J'ai espéré toute la paix de la terre. Et j'ai espéré, je ne savais plus. Mais il fallait que quelque chose arrive. Et j'ai été exaucé, parce qu'au-delà de ce visage, il y aura plus tard vos visages. Cet accueil que j'ai connu dans Alcooliques Anonymes. Et Dieu, pour moi, je le vois toujours sur un visage. Quand ce n'est pas sur le visage du Juif, c'est sur vos visages. Alors je me suis recueilli un petit peu et je me suis abandonné. J'ai été un peu ébranlé dans ça. Je n'ai pas entendu de voix. C'est pas rien de plus que ça. C'est juste cette rencontre, cette ouverture et cet abandon. C'est tout. Je m'appelle pas Jeanne d'Arc, là. Je me suis couché un petit peu pour réfléchir à ce qui venait de se passer. Et je me disais, il va arriver quelque chose. Il faut qu'il arrive quelque chose. Alors un homme a frappé à ma porte, un Anglais, qui m'avait vu lire en anglais à la salle à dîner. Et puis il m'a dit, j'ai un livre anglais, je veux vous l'offrir. Puis il m'a pas dit ce que c'était. Il dit, vous pouvez le garder. Puis il est parti. Et ce livre anglais s'appelait Alcoholics Anonymous. Je suis allé voir à la table de matière et j'ai cherché pour une méthode. J'ai trouvé dans un chapitre qui s'intitule How It Works. Et c'est là que j'ai lu, rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui ou celle qui ont essayé de suivre un simple programme. Il y a une promesse de sobriété dans le Big Book. C'est pas marqué. À tous les jours avons-nous vu faillir à la tâche. C'est marqué rarement, rarement. C'était pas marqué, on est tout un verre d'une brosse. Alors ça m'a encouragé. Et puis j'ai téléphoné à ma famille. J'ai regardé les étapes. Puis j'ai commencé à lire ça. Première étape, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pouvait nous rendre la raison. Et nous avons décidé de confier notre vie, notre volonté aux soins de Dieu tel que nous le concevions. J'ai tourné mon livre à l'envers et j'ai compris que je venais de faire les trois premières étapes des Alcooliques Anonymes dans un asile de fous. Je tremblais comme une feuille. J'avais toujours envie rien que de me suicider. Je portais des verres fumés parce que j'étais pas montrable. J'étais devenu pauvre. C'est ça la pauvreté intérieure. Alors j'ai appelé ma famille et j'ai dit que j'avais trouvé la solution à mon problème. Ils ont failli tous avoir un heart attack. Ils ont signé ma sortie et je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes au tout début du mois d'août 1962. Ça fait 18 ans et plus, je vous le dis, pour pas vous compter sur vos doigts, même cette année. Parce que moi, je fais tout le temps ça. Je compte, voir comment ça fait d'années. Ça fait que je suis arrivé au War. Ce soir-là, je suis arrivé de bonne heure, parce que c'était à côté de l'asile. Je suis à Canardière, je connaissais l'adresse. Et puis, il y avait presque personne dans la salle. Alors, il y avait une femme, là, dans la salle, mais j'osais pas entrer. Je me disais, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être d'autres choses. Les dames de Sainte-Anne, je sais pas. Bon. Alors, elle est venue dans le corridor,
Et puis elle s'appelait Jeanne, elle est décédée maintenant. Jeanne m'a dit, est-ce que vous êtes nouveau, monsieur? J'ai dit, oui, madame, mais j'ai 3 étapes de fête. Mais j'ai pas eu une réponse déplaisante là-dessus, parce que j'avais frappé quelqu'un qui les avait mises en pratique, les étapes. Alors elle m'a dit tout simplement, mon café est prêt. Si tu veux une belle tasse de café, je m'appelle Jeanne, compte-moi tes 3 premières étapes. Elle m'a pas dit tranquillement, pas vite. Elle dit, parle-moi de tes 3 premières étapes. Elle vérifiait avant de me dire que ça n'avait pas de bon sens que ce soit fait. Alors j'ai conté à Jeanne ce que je vous ai raconté. Jeanne m'a dit, Jacques, c'est merveilleux. Ces 3 étapes-là, tu les possèdes vraiment. Tu vas être bien maintenant. J'ai dit, vous, madame, comment ça fait tant, Jacques, dans 15 jours. Je vais prendre un beau gâteau de 5 ans. Elle dit, ça a été facile, ça a été simple, c'est pas compliqué d'être ça. On d'entrer dans le programme. Et puis ensuite, là, j'ai dit, pensez-vous que je vais boire un jour? Elle dit, jamais de ta vie. Jamais de ta vie. À une condition. À la condition que tu laisses ta vie là, où tu l'as abandonnée, que tu continues les autres étapes que nous avons, que tu essaies d'aider d'autres alcooliques, tu ne boiras plus jamais de ta vie. Il y a une promesse de sobriété dehors. Rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui ou celle qui ont essayé de suivre un simple programme. Ça étonne de s'entendre dire « tu vas être ça pour le restant de tes jours ». Les gens vivent dans la peur. Il faut y croire à cette sobriété. Il faut y croire à ce programme. Il fonctionne. Il y a des centaines de milliers d'alcooliques qui sont morts sobres, qui n'ont jamais rebu. Je pense que si on s'accroche au programme de vie spirituelle, nous pouvons avoir cette certitude intérieure que Dieu, dans sa bonté et dans son amour, va nous garder sobres jusqu'à notre mort. J'aime bien mieux vivre comme ça que d'avoir peur, puis là, puis oh. T'entendais ça dans la salle. Notre Père Jésus, ton nom sanctifié, il brillait le diable en avant. Alors, j'ai été ébloui, moi, par ça, qu'elle avait 5 ans, puis qu'elle me disait qu'effectivement, si je voulais faire partie dehors et me plier, selon ce que je pouvais, essayer de vivre un peu les étapes, que ce serait ça. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un mouvement qui était plein d'allure. Je n'ai jamais pris un verre depuis, c'est pas unique, là. Il y en a des milliers ici comme ça, là. Et j'ai jamais eu soif. J'ai pas trouvé ça compliqué. Ça a été relativement facile. Ça n'a pas été compliqué. Alors, c'est ça, mon histoire. C'est ça, cette histoire, que la première étape, c'est d'admettre que je suis incapable de régler ce problème d'alcool. Ce n'est pas facile à comprendre. Il faut le vivre, parce que je pense que ça se comprend pas. Les gens espèrent toujours, hein? Oh, mais si tu arrives à équilibrer tes déséquilibres, là, tu pourras boire. Tu peux toujours essayer ça une secousse. Je pense que l'art de vivre, c'est d'apprendre à vivre avec ses déséquilibres. Toute la question est là. Et j'ai appris à vivre avec ma sensibilité, avec ce que j'avais à offrir, et puis je m'en suis contenté. J'étais très heureux.